je me suis dit à un moment donné que je t'avais perdu, d'un sens. En fait, t'étais pas morte, t'étais vivante, c'était mon frère, toujours, t'étais là. Mais c'est comme si ton âme, elle était différente. T'étais plus le même qu'avant. Donc en fait, moi, j'ai vécu un peu à ce moment-là un espèce de deuil où je me dis, ok, mon frère, il sera plus jamais comme avant. C'est pas grave, faut que je l'accepte. Maintenant, je vais apprendre à aimer ce nouveau frère que j'ai. Les premières fluctuations d'humeur ont démarré, je pense, quand j'avais 11 ans, parce que j'avais perdu une amie, du coup, et dans des circonstances très troublantes. Et de plus, on était à distance. Donc c'était très dur pour moi de savoir ce qui s'était passé et comment je pouvais faire mon deuil aussi. Et donc en fait, tout simplement, je n'ai absolument pas fait le deuil puisque j'ai fait une sorte de déni. Et je me suis toute ma vie d'enfant à adolescent, persuadé qu'elle n'était pas décédée et que et qu'elle voulait juste couper les ponts avec moi. Toi, t'étais venu me parler, tu me disais, j'ai plus de nouvelles de... Je sais pas ce qu'elle devient, c'est bizarre, elle me répond plus, soit elle me déteste, soit quelque chose est arrivé, ou elle me trouve trop... Tu me disais, je pense qu'elle me trouve trop gamin, j'en sais rien, bref. Et c'est là que j'ai vu que, je crois que c'était sa cousine qui avait publié, comme quoi elle était décédée. Et donc, c'est là que moi, je te l'ai annoncé. Je me rappelle, c'était dans la chambre de maman. Ok. Et c'est ça. Et après, là, on en a, je pense, plus jamais reparlé. C'est là où tout a commencé. Et après, ça s'est pas dégradé avec le temps, mais ça m'a toujours suivi en fait. Et du coup, l'hiver, j'étais très très déprimé. Je perdais toute la confiance que j'avais en moi. Et l'été, au contraire, je sentais que j'avais une poussée d'adrénaline, mais positive, dans le sens où j'étais très confiant, quoi. Je me sentais pas différent, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait chez moi et moins chez les autres. Ah mais moi, pour moi, il y a un seul jour. Le jour où il a basculé, on le sait, et avec Antonia, on le sait, parce par chance, on était là. Et il n'a pas basculé la veille, hein, il a basculé ce jour-là. C'est très près de son anniversaire. Diogo, il est du 11 janvier. Et donc, il y avait ma mère qui était venue à Toulouse, et on avait rendez-vous, c'était un samedi. Donc en plus, je ne travaillais pas, voilà, Antonia ne travaillait pas. On avait prévu de se retrouver le samedi soir chez Antonia, donc sa sœur aînée, à 19h30 pour le dîner. Et à 19h30, il n'était pas là. Je me rappelle que j'étais donc allé voir mes potes chez un ami et que je leur avais dit, les gars, je vous confie mon scooter, vous en faites ce que vous voulez. Mais rejoignez-moi au McDonald's où je travaillais, donc. Car là, je vais monter sur le comptoir et danser sur du Bob Marley. Et là, mes potes, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, ouais, il y a un problème, hein. Et je l'appelle, et pensant qu'il allait me dire, je suis en route, j'arrive, et là, il me dit, non, mais je suis pas là, je crois que je vais pas venir, ou un truc très très bizarre. Et du coup, j'ai cru qu'il plaisantait, n'importe. Parce que comme il fait toujours des blagues, j'ai cru qu'il plaisantait. Et donc, je lui ai dit, bon, écoute, c'est pas drôle, là, il faut que tu viennes parce que mamie est là, voilà. Et on t'attend. Et il m'a dit, non, il faut que j'aide des gens, je sais pas quoi, fait un truc bizarre. C'est un moment où on perd complètement pied, on n'est plus soi-même. C'est comme rentrer dans un rêve. On joue son rôle, en fait, on est dans son rêve, mais on ne contrôle rien des événements qui se passent autour. J'ai compris tout de suite, j'ai dit, Diogo, on vient te chercher, bouge pas, on vient te chercher. Et ça ne l'a pas rassuré du tout, d'ailleurs, lui. Mais Antonia, elle est venue, elle a compris tout de suite qu'il y avait quelque chose de grave. J'ai dit, on y va, on va chercher Diogo, on le récupère. Et on est parti en voiture, et on l'a trouvé devant son travail, en effet, parce qu'il voulait aider ses collègues, je sais pas. Ce qui est très problématique au moment où il y a une crise, c'est que la personne, elle n'est plus du tout la même personne. Donc, tout d'un coup, on n'a plus accès à la personne. Et c'est ça qui est horrible. Je me prends pour Dieu presque, enfin, je me dis que rien ne peut m'arrêter, je peux demander tout à tout le monde. J'ai peur de rien, voilà. Aussi, ce qui m'est arrivé de faire, c'est par exemple, je voulais sauver la planète. Voilà, je voulais absolument que la paix soit dans le monde. Et pour ça, j'étais fan de tout ce qui était Batman, Superman, etc. Donc, j'ai eu la bonne idée de créer une page Facebook où j'ai invité tous mes potes
et ma famille. Et j'ai appelé ça la Ligue des Justiciers. Et après, j'ai mis un pavé comme ça en disant « Les amis, bienvenue dans le groupe, nous allons sauver la planète de telle et telle manière, toi, tu seras responsable de ça. » Enfin, c'était presque ça, quoi. Tu vois, genre, j'allais créer un mini-gouvernement, mais de la Ligue des Justiciers, by me. C'était pas ouf, mais ça n'a pas pris, hein. Et c'est vrai que ce moment-là, c'était assez drôle. Et d'ailleurs, ma sœur, il n'y a pas longtemps, me disait qu'elle contrôlait énormément mes posts parce que j'avais tendance à publier tout et n'importe quoi, tout le temps. Et de toute façon, moi, le premier réflexe, parce qu'effectivement, c'est de dire, bon, on prend rendez-vous chez le médecin, on va aller voir un psy et on va voir ce qu'il dit. Voilà, mais l'urgence, c'était voir un psychiatre et prendre des médicaments pour arrêter c'était une hyperactivité, en fait. Hein. On a vu le médecin. Le médecin a calmement présenté à mes parents que mon cerveau, aujourd'hui, c'était un puzzle et que jour après jour, j'allais devoir le reconstruire pendant des années. Et pendant ce rendez-vous, j'écoutais le médecin à moitié, je suis comme un gosse. Je pensais que j'étais pas malade du tout. Encore une fois, j'étais complètement conscient de ce que je faisais et ça y est, j'étais enfin à 100% de ma capacité intellectuelle. J'étais devenu Einstein, quoi, dans ma tête. Il était en suractivité, mais terrible, quoi. Un truc impossible à supporter, ça. Ce qui est douloureux dans l'histoire, quoi. C'est se dire, mais je l'ai perdu, c'est plus lui. C'est plus lui, et dans mon esprit, je me suis dit, il sera plus jamais lui. J'ai l'impression qu'en fait, les médecins, ils ne savent pas. Au début, ils ne savent pas. Ils savent pas, ils sont pas sûrs. Et ils le disent pas trop. Mais assez vite, elle a sous-entendu elle a dit que ça doit être bipolaire. Quand on m'a dit que j'étais bipolaire, je connaissais le terme, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et en fait, quand la psychiatre me l'a défini avec les fluctuations d'humeur, j'ai fait « Ah tiens, ça c'est moi ça !» Et elle m'a dit « Oui, oui, bah, oui c'est vous, oui, vous êtes bipolaire. » Et du coup, après j'étais en mode « Bah, pas grave, ça va, je le vis bien finalement. » Ça m'a rassurée, moi je me suis dit « Ok, donc c'est quelque chose qu'on peut contrôler, entre guillemets. » Et donc tu as commencé à prendre des médicaments. Eh bien, quand on m'a dit que je devais prendre un traitement, d'abord, j'ai tout de suite réagi en disant « Quand est-ce que ça va se terminer ?» C'est-à-dire, moi je veux bien, mais pourquoi 6 mois, 1 an max? Et elle m'a dit « Non, non, ça peut être plus long, vu votre cas. » Et donc je me suis mis un défi. Au début, je l'ai pris en mode défi, en mode « Bah ok, je vais prendre votre traitement, mais si dans un an, moi je compte arrêter. Je compte pas me mettre des médicaments à vie dans le nez, quoi. » À partir du moment où il est calmé, que les médicaments... Après, on sent très bien que le pauvre, c'est horrible parce qu'effectivement, c'est pour la personne qui est soignée. Alors, on va lui donner à un moment des antidépresseurs, à un moment des tas de médicaments pour essayer justement qu'il aille le mieux possible, pour essayer je pense, d'ajuster au mieux ce qui va. Mais en réalité, c'est horrible pour Diogo parce qu'il se sent toujours, complètement vase. Non, franchement, c'est... Déjà, j'ai pris du poids, je pense, à cause de certains. Ensuite, avec d'autres, j'ai aussi perdu des cheveux. Ça se remarque. J'en ai plus beaucoup, là. Et ensuite, sur le sommeil. Il y en avait un, par exemple, qui me donnait envie de dormir tout le temps. Et donc, si je dormais parfois 14 heures par jour. Et souvent, du coup, en plus de ça, la dépression. Donc, je voyais pas... pourquoi je prenais des médicaments si c'était pas pour aller mieux. Je ne savais pas, il y a une crise où on est super excité et on est le roi du monde, mais après, il y a la dépression, qui est très très sévère. Et ça, c'est horrible. Ça, c'est horrible à vivre pour le malade. Pour l'entourage un petit peu, oui. Quand il veut pas bouger de son lit, quand il a pas envie de se lever, quand il veut rien faire, il a rien envie. Et voilà, ça c'est sûr. Comment on retrouve le goût à la vie et quand on se dit je vais prendre des médicaments toute ma vie, en plus c'est une maladie mentale. J'étais plus heureux, donc j'étais juste en train de me réparer. J'expliquais à mes proches, je pense souvent que je disais mais maman, avant j'étais comment? Parce que c'est pas moi. Je disais c'est pas moi là, je suis nul. Voilà. Et elle me disait mais t'étais pas très drôle non plus. C'est de me rassurer. Mais en vrai, maintenant qu'on en reparle, etc., elle me dit « Ouais, quand même, t'es en meilleure forme que quand on t'avait sous traitement la première année, par exemple. » C'est vraiment au bout de 3 ans où j'ai vraiment retrouvé le moi que j'étais avant.
celui qui aimait bien rire, faire rire, et qui essayait toujours de voir la positivité partout. Voilà. Donc, 3 ans. Aujourd'hui, je suis stabilisé. Je suis mon traitement régulièrement. Je suis assidu là-dessus. Et je fais les prises de sang quand il faut pas faire les prises de sang. Moi, je suis fière qu'il s'en soit sorti vraiment de ça, de tout ça, et que j'espère vraiment qu'il peut tourner la page. Bon, puis après, la vie, elle la réserve pas toujours. Mais ça apprend beaucoup, il est beaucoup plus sage que... Il est beaucoup plus mûr, on va dire, que plein de jeunes, hein, parce que quand on vit un truc comme ça, quelque part, on intègre des tas de choses. Alors aujourd'hui, franchement, par rapport à tout ce qui m'est arrivé, je suis assez content du parcours que j'ai fait. Je me dis que voilà, j'étais toujours trop quand j'étais jeune, je pense. Et il m'a fallu ça pour me mettre une énorme baffe, et je me suis perdu pendant des années, et je pensais que j'allais pas m'en sortir, mais avec toujours cette volonté quand même de vouloir retrouver celui que j'étais avant, et surtout vouloir être heureux, retrouver une vie en fait où j'étais bien. Et du coup, c'est ça qui m'a donné la force, et surtout les proches, ma famille et mes amis, qui m'ont aidé à sortir de cet enfer. Voilà. Parce que moi, à un moment donné, j'ai vraiment cru que je t'avais perdu comme être humain, comme âme. Enfin, l'âme de Diogo, je l'avais perdu. Voilà. Et donc là, est-ce que je suis revenu, ou c'est encore... Oh non, là, t'es revenu complètement toi-même. Là, Dieu merci, t'es Diogo, celui que j'ai toujours connu, mon frère adoré. T'es le même qu'avant, en fait, celui avant la maladie. Ok, très bien, merci beaucoup Anthony Verissimo, en tout cas pour cette interview. Vous êtes une sœur incroyable. Dieu vous le rendra.